1er janvier, les 15 heures d'activité obligatoire généralisées à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on parle du RSA, revenu de solidarité active. Et là d'ailleurs ils n'ont pas précisé mais c'est hebdomadaire, 15 heures d'activité obligatoire par semaine généralisées à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Donc forcément, grosse panique à gauche par rapport à cette nouvelle. Et vous allez voir que moi je suis pas du tout pour tout ça. Là, peut-être que certains déjà se disent, mais comment ça Ah non, moi je suis pour l'arrêt complet du RSA. C'est pas une question de contrepartie, c'est une question de principe. Et je reviens à ce que je disais hier. D'où viennent les aides? Viennent-elles du volontarisme, du mutualisme, de la solidarité? Vraiment, pour de vrai, du don? Très bien. Ou viennent-elles de la coercition, du vol de l'impôt? Ah, bah c'est la deuxième option, bien sûr. Et c'est la seule raison qui fait qu'un libéral cohérent doit être contre le RSA, mais aussi contre cette mesure-là. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui peuvent se penser libéraux, peut-être même libertariens, je sais pas, et qui seront d'accord avec tout ça, avec les 15 heures là. Mais c'est pas une question de contrepartie, c'est pas le sujet. Et je vais en parler juste après. Mais avant de voir ça, faisons un petit tour en commentaire, plutôt d'ailleurs en tweet cité, tiens, tac. Et voyons voir un petit peu à quel point ça panique. Ah forcément, on a Slama. Donc Slama, ça c'est un champion du monde. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer ce monsieur. Il est magnifique. C'est vraiment un turbo communiste. Enfin, c'est fascinant d'indigence, de fragilité, de... Waouh, on se dit, mais d'où viennent ces gens? Mais comment peut-on être autant communiste mental, quoi? C'est fascinant, quoi. Donc sur ça, en l'occurrence, c'est un narratif classique. Il est même pas turbo communiste, il dit un peu comme tout le monde, quoi. Le problème pour eux, c'est le côté contrepartie, le côté travail humain. Et on a après, derrière, tout ce qui va avec, à savoir l'exploitation capitaliste. C'est la grande théorie marxiste, l'exploitation de la bourgeoisie capitaliste qui détient ses moyens de production sur un prolétariat qui ne les détient pas et qui va se voir exploiter. Et d'où on déduit, enfin selon eux, le vol de la plus-value. Il y a un vol de la plus-value par le patron sur le prolétaire salarié, et en l'occurrence ici sur le RSAiste. Ok. Donc ça c'est un narratif qui est extrêmement classique. Pour eux le problème c'est qu'en fait, vous allez devoir travailler et qu'en plus vous êtes très mal payé. Ouais, écoutez, au lieu de penser à ça, au lieu d'aller sur ce terrain-là, qui n'est pas le sujet, faut plutôt se demander pourquoi est-ce que la France se précarise, pourquoi il y a du RSA, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous riches, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'innovation en France. C'est ça les vraies questions, Mathieu. La vraie question, c'est pourquoi n'a-t-on pas en place les conditions de la richesse? Pourquoi est-ce que plutôt les conditions économiques de ce territoire ne permettent pas à chacun de s'enrichir et d'éviter d'avoir à toucher ces aides et d'avoir à bosser 15 heures et de toucher 550 € par mois? C'est ça la vraie question, Mathieu. C'est pas une question de contrepartie, pas contrepartie. C'est jamais ça la question. Parce qu'ils pensent tout en utilitariste et tout en égalitarisme, forcément. Donc il n'y a aucune question, aucune interrogation sur le plan du droit naturel. Pas un seul instant, ces gens vont se demander si les aides viennent des moyens économiques ou des moyens politiques, du volontarisme, ce qui est légitime, ou de la coercition, ce qui est illégitime. La gauche ne pense pas à cette question. Ça ne fait même pas partie de leur logiciel. Ils n'y pensent même pas, en fait. S'il m'écoutait là, pour lui, ça serait lunaire. Il comprendrait même pas ce que je lui dis, quoi. Comment ça, moyens économiques? Comment ça, volontarisme? Non, redistribution forcée, sacrifice. Tout est basé sur le sacrifice. Tout repose sur ça avec eux. Absolument tout. Ensuite, on a Nicolas Framont, pareil, gros marxiste en vogue aussi, assez jeune, 35 ans je pense, truc comme ça, et assez en vogue chez eux, voilà, sans doute l'une des pires mesures du règne de Macron. Et oui, forcément, pour eux c'est scandaleux, c'est l'enfer, il faudrait distribuer comme ça en veux-tu, en voilà, de partout. Ce qu'ils appellent social ou justice sociale, dans leur esprit, ça n'est rien d'autre que de la redistribution forcée et légalisée, par le biais de l'État et de ses lois, à grande échelle, c'est tout.
parce qu'on est encore prisonnier de ce narratif marxiste où certains exploitent d'autres, où les capitalistes viendraient exploiter les prolétaires, les travailleurs, les RSAistes, et voilà, j'en passais des meilleurs. On est encore là-dedans, quoi. Voilà, l'une des pires saloperies que Macron nous a pondues, si vous voulez mon avis. On s'en passerait bien, mais en tout cas, tu dis pareil que les autres. L'international communiste conseilliste, quoi. Quel calvaire, quoi. Quel enfer. Quel enfer, quoi. Mettre en concurrence les travailleurs d'organismes sociaux, ceux du privé, les étudiants, personnes exilées. Donc là, on a typiquement marxiste, les catégories mentales et sociales. Hein. Les gens du privé, des étudiants, les gens exilés. Les entreprises ont devant eux un florilège de travailleurs exploitables. Voilà, les catégories payées par l'État et faisant fructifier la production de l'entreprise, organisme privé, logique binaire. Voilà, il y a cette guerre, quoi. Il y a une guerre commerciale avec eux. Il y a une guerre, quoi. Non, il n'y a aucune guerre, les mecs. Il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est l'État. Il n'y a aucune guerre économique. La seule guerre, c'est celle des moyens politiques organisés par l'État. La guerre, c'est la violence monopolistique. La guerre, c'est l'ingérence étrangère. La guerre, c'est la spoliation légalisée. La guerre, c'est la loi arbitrairement appliquée, sans le consentement des gouvernés, de chacun de nous. C'est ça la guerre. Et voyez que, il dit littéralement, hein, faisant fructifier la production de l'entreprise. Il y aurait un problème, je veux dire, sur le principe, hein, passons cette loi, allons au-delà, juste raisonnons en termes de principe. Il y aurait un problème avec le fait de rendre la production plus simple, plus florissante, plus importante. Il y aurait un problème avec le fait que les entreprises fonctionnent correctement et qu'elles s'améliorent. Enfin, c'est, voilà, marxisme mental. Quand on sort de ça, et quand on comprend qu'en réalité, nous avons tout intérêt à ce que le marché fonctionne, carbure, et que tout fonctionne par le droit privé, et par la contractualisation volontaire, et par la propriété privée donc, hein, et ben on se rend compte que tout ça, enfin voilà, ça n'a aucun foutu sens, et que chacun bénéficie du libre marché. Chacun est gagnant, car le marché est un espace social de jeu à somme non nulle. Mais le jour où ces gens le comprendront, ils ne pourront plus être marxistes, et donc ça suppose de lâcher tout ça. Ça suppose de lâcher ces narratifs, ces récits qui ne reposent sur rien, c'est que du sable tout ça. Et ça a été démystifié des centaines de fois par les Autrichiens. Prenez ne serait-ce que Eugen von Böhm-Bawerk, qui a démystifié Marx il y a déjà des siècles. Franchement, quoi. Ils sont toujours pas à jour, quoi. On est encore en train de refaire ce jeu, quoi. C'est terrible. Et donc, en réalité, comme je le marque, c'est une fausse piste. Abolition du RSA. Point. La redistribution forcée n'est pas de la solidarité. Et elle, j'oublie un elle, n'en sera jamais. Les programmes sociaux ont toujours été un moyen d'attirer des électeurs et de distribuer des privilèges. On revient à la dimension très très politique. Et toutes ces interventions marxistes-là, elles sont 100% politiques. Hein. C'est des gens qui sont soit des écrivains, des essayistes, ou des dirigeants de mouvements ou de revues. Donc n'oubliez pas qu'il y a quand même au fond la défense de leur propre boutique, de leurs idées pour supporter leur économie de vie, quoi. Donc même s'ils comprenaient ce que disaient Eugen von Böhm-Bawerk, Mises, Menger, bien sûr, avant eux, même s'ils comprenaient les Autrichiens, ils n'auraient pas du tout intérêt à comprendre tout ça. Hein. Pas du tout intéressant. Il faut qu'ils continuent, quoi. Mais tout comme les syndicats ont intérêt, par exemple, à défendre les travailleurs par la création de nouveaux droits A, les fameux droits positifs, hein, droit à ceci, droit à cela, qui viennent alourdir le code du travail, et tout comme ils ont intérêt, par exemple, à augmenter le SMIC arbitrairement, à tirer les salaires vers le haut. Forcément, c'est dans leur intérêt de faire ça, pour être ensuite, pour recevoir l'adhésion des travailleurs, pour recevoir des cotisations, du soutien populaire, pour être légitimés, forcément. Et il faudrait surtout pas s'imaginer qu'en réalité les salaires sont naturellement tirés vers le haut dans une société qui s'enrichit. Faut surtout pas imaginer ça, ça serait, oh là là, c'est pas du tout vendeur. C'est pas du tout vendeur. Tout est basé sur ça, sur de la mystique, sur des fausses croyances de A jusqu'à Z. Tout est basé sur ça. Bref, si on continue, que les aides soient apportées par les familles, les œuvres de charité, les assurances, etc.
voilà, vous payez et vous mutualisez en cas de coup dur dans la vie, et vous recevrez des aides, vous êtes soutenu par des cercles proches, dire la fameuse solidarité de base, quoi, organique, qui était beaucoup plus forte avant, hein, avant l'État jacobin, avant, avant voilà, ce qu'on appelle la République, quoi. C'était bien plus fort avant. Aussi par la nécessité de la vie, bien sûr, hein, évidemment, mais le fait que l'État intervienne dans nos vies comme ça vient saper les fondations de l'organicité de la vie, de ce côté j'aide mon voisin parce qu'on a intérêt de le faire, parce que personne ne le fera sinon. Si on ne se serre pas les coudes, la vie sera beaucoup plus dure. Et quand on se repose sur l'État d'un seul coup, ces liens ont tendance à s'éroder. Alors pas partout, pas pour tout le monde, mais c'est juste une tendance naturelle humaine à se reposer sur une espèce de protecteur qui en réalité est un destructeur, bien sûr, c'est un faux protecteur, puisque je rappelle, hein, les aides, je le redis, c'est important, viennent du vol des productifs. Et donc ça désincite la production, ça désincite l'investissement, ça désincite l'épargne, enfin, tout l'enrichissement est perturbé. Et puis bien sûr, hein, par logique aussi, et par extension, pardon, ça va perturber l'allocation des ressources, hein. Tout le capital qui est volé n'est pas alloué ailleurs, à des fins socialement utiles, en réponse à des signaux de prix, en réponse à des besoins manifestés. Pour être là-dedans, enfin pour entrer là-dedans, il faut comprendre les principes économiques, quoi. Il faut les comprendre. D'ailleurs, en parlant de ça, si ça vous intéresse, tout ce que je vous dis, sachez que j'ai mis en place, il y a déjà quelques mois, un cours d'économie avec Stéphane Gers qui s'appelle 6 leçons. 6 leçons qui est fondé sur le livre de Mises, Ludwig von Mises, grand économiste autrichien du XXe siècle. Et donc 6 leçons, c'est un petit cours vidéo d'environ 2h30 que j'ai fait avec Stéphane Gers, qui voilà, reprend chapitre par chapitre ce bouquin et qui vous explique de grandes notions économiques. Donc si ça vous intéresse de vous mettre à jour sur tout ça, lien en description, 6 leçons. Puis par ailleurs, là vous le voyez juste en dessous de moi, hein, il y a www.academiaomines.com qui est mon site sur lequel j'envoie aussi de temps en temps des petits emails et des podcasts pour vous former aux principes économiques et juridiques, voilà, bien sûr libertariens, pour voilà, y voir un peu plus clair dans ce monde turbo-étatiste, voilà. Allez, on termine. Elle ne serait d'ailleurs même plus à l'ordre du jour, sauf exception, dans une société libre. Bah oui, enfin, encore une fois, ça pareil, je l'ai dit hier, et donc je le répète aujourd'hui, quand la société est riche, quand tout va bien, quand il y a une grosse productivité, quand il y a un marché du travail qui est très très fluide, et donc il n'y a pas de chômage. Le chômage, c'est l'État, hein. Par les lois, par la fiscalité, typiquement, j'en parlais il y a quoi, il y a 3 minutes, par les salaires minimaux, qui mettent une pression folle sur les TPE, PME, qui peuvent plus embaucher, et qui doivent licencier. C'est toujours un problème de business model. La France est un grand, un grand n'importe quoi, voilà, sur le plan du business model. Laissez faire, il n'y aura plus de chômage. Plus c'est souple, plus les gens peuvent s'organiser, plus ils ont intérêt à produire, et moins ils peuvent se reposer sur un soi-disant sauveur, LOL, le fameux sauveur, qui est en fait un destructeur social. Moins il y a ce truc-là, moins il y a de chômage. Et il n'y aurait pas de chômage en réalité en toute liberté, il n'y en aurait pas. Et je le dis à la fin, sans même aller jusque-là, donc dans une société complètement libre, il faudrait un tout petit peu de libéralisme pour nous enrichir, juste un peu, quoi. Juste un peu. Prenez juste l'exemple de pays un peu libéraux et un peu riches, je sais pas, genre la Suisse, mais ce qu'on appelle les bas salaires là-bas, mais ça nous met du x3, x4, et encore je suis gentil. Bah ouais, sans déconner, sans blague. Et encore, hein, même la Suisse subit les effets négatifs de la démocratie, de l'inflation. Juste, en fait, ils partent juste de plus haut que nous. Il y a un capital par habitant qui est plus haut que nous, donc ça dégringole moins vite, quoi. Et ils sont beaucoup plus hauts. Mais disons que dans la dégringolade générale, ils restent plus hauts et ils restent beaucoup plus riches. Si vous avez un marché à la base qui est fluide et qui permet la productivité, avec des capitalistes, hein, les méchants capitalistes lol, qui au contraire feraient tout pour attirer à eux les meilleurs talents, et donc pour payer hein, à la mesure de leur talent et de leur productivité les gens, bah, vous voyez que tout ça est complètement résolu, quoi. Il n'y a plus ces frictions, quoi. Il n'y a plus ces frictions, et puis il n'y a plus France Travail, enfin, il n'y a plus ces machins soviétiques, quoi. Ça n'existe plus. C'est un machin soviétique géant créé de toutes parts, qui n'aurait aucune existence en toute liberté. C'est pas possible.
c'est nécessairement une entité coercitive qui crée tout ça pour se rendre indispensable et créer comme ça un cercle vicieux qui engendre toujours plus de bureaucratie, de distribution de privilèges et voilà, de spoliation légalisée. Parce que pareil hein, sur ça, là, sur les 15 heures par semaine, va falloir encore accompagner tous ces gens, va falloir faire je sais pas, des réunions, il y aura aussi beaucoup de paperasse à faire, donc sûrement de nouveaux jobs, des accompagnateurs, des gens qui vont faire voilà, les petits papiers, et donc on va réengager des coûts, enfin tout est comme ça, tout est comme ça. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on coule. Enfin sérieusement, on se demande pourquoi est-ce qu'on coule. Bah voilà pourquoi, enfin c'est tout quoi. Et ceux qui veulent vraiment, vraiment s'attaquer à la racine des choses devraient se poser la question de comment mettre en place les conditions d'une société riche, à haute productivité, à monnaie forte, à haut niveau de vie. C'est la seule question. Voilà, on va s'arrêter là, chers amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut. Commentaire ouvert en cas de questions. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!